Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau lundi soir qui va être consacré à une question qui ne nous obsède pas mais qui devrait pourtant, qui est la question clausewitzienne, la question de la stratégie politique, militaire, trop souvent absente des réflexions politiques, mais qui, depuis avril 2024, a été condensée dans un livre presque exhaustif qui s'appelle Clausewitz et la guerre populaire et autres essais politico-militaires, écrit par un certain Derbent qui est avec nous ce soir. Qui a fait un vrai travail d'historien, c'est l'aboutissement de 20 ans de recherche et de réflexion. Alors Clausewitz, il est connu de presque tout le monde, et pourtant sa pensée l'est beaucoup moins. Comment déjà peut-on récupérer Clausewitz en tant que mouvement révolutionnaire, en tant que groupe révolutionnaire? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un premier paradoxe qui va s'affirmer dans le fait de reprendre la pensée stratégique d'un officier militaire prussien, aristocrate du 19e siècle? Aristocrate, déjà on peut commencer par là, parce que Clausewitz n'appartient pas à la vieille aristocratie militaire et militariste prussienne telle qu'on peut l'imaginer. Il appartient déjà à cette classe nouvelle constituée de bourgeois anoblis ou de fonctionnaires de l'État aussi anoblis en reconnaissance de services rendus. Donc il n'appartient pas à toute cette caste réactionnaire qui était généralement aussi des grands propriétaires fonciers, attachés au servage, attachés à l'ancien régime par tous les liens possibles et imaginables. Ça ne fait pas de Clausewitz un démocrate. On peut dire que c'est un progressiste. Donc, l'idéal politique de Clausewitz, c'est une monarchie héréditaire, mais dans lequel tout le monde tient son rang. C'est-à-dire aussi où le monarque... comment dirais-je, veille au bien-être et à la prospérité de la nation, où les ministres sont compétents et pas corrompus. Ça, c'est l'idéal. Mais pour lui, ça n'implique aucunement un principe de représentation, de parlementarisme. Le peuple n'a rien à dire dans l'histoire. Donc... progressiste, mais certainement pas démocrate. Ce en quoi il nous intéresse, c'est pas tellement ses positions sociopolitiques, encore qu'on va être rattrapé par ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais sur le fait qu'il affronte la question de la guerre en philosophe et en scientifique, c'est-à-dire un des premiers qui va réfléchir sur la guerre telle qu'en elle-même, et pas raconter l'histoire des généraux et des batailles, ce qui s'est passé comme ça, pour telle raison. Donc il va essayer de définir la guerre, ses catégories, ce qui la détermine, justement, indépendamment de toutes ces manifestations historiques, ou pour dire les choses autrement, de la manière où ça se retrouve dans toutes ces manifestations historiques. Alors ce que tu montres très bien dans ton livre, c'est que... presque tous les stratèges du marxisme ont été inspirés par Clausewitz. Alors c'est presque exclusivement marxiste finalement, l'héritage politique est tiré, il n'y a pas trop de mouvements libertaires qui s'en soient inspirés, en tout cas dans ce que tu as pu condenser. Non. Et par contre, dans la social-démocratie, on a plusieurs lectures tout à fait intelligentes de Clausewitz. Il y a deux gros héritages clausewitziens. L'héritage traditionnel, donc qui a d'abord été un peu militariste et prussien, et qui, après la victoire de la Prusse dans la guerre franco-prussienne de 70, s'est universalisé. Il a fallu que Moltke, von Moltke, qui était le commandant en chef des armées allemandes, dit avoir tout appris de Clausewitz pour que tout le monde se mette à lire Clausewitz, à commencer par les Français. Voilà. Mais une des premières lectures en France vraiment pertinentes de Clausewitz, c'est Jaurès qui l'a fait. C'est pas dans les états-majors français, c'est dans le mouvement ouvrier. La lecture que Lénine avait fait de Clausewitz est bien connue, est bien documentée, mais en tirant un peu sur ce fil, je me suis rendu compte, effectivement, et ça a été une surprise pour moi,
que tout le monde n'avait pas simplement lu, mais s'en était revendiqué, s'en était vraiment nourri, et ça va de Diop à Guevara, de von Mering, Trotsky, Frunze, grosso modo Marighella, grosso modo tout le monde. Chronologiquement, c'est qui le premier dans le camp révolutionnaire à avoir repris Clausewitz? Franz Mehring. D'accord. Il y a une lecture de Engels, il y a une lettre où Engels conseille la lecture de Clausewitz à Marx. Et Engels a toujours accordé une grande importance à la question militaire. Il a écrit plusieurs... pas un livre là-dessus, mais c'est voilà, ventilé dans des dizaines d'articles et de chapitres de livres, notamment les questions sur la violence, des choses comme ça. Et donc voilà, il y a une première lecture par Engels, mais le premier qui va s'attaquer un peu méthodiquement à Clausewitz, c'est Franz Mehring, donc qui est cadet de la génération de Marx et aîné de la génération de Lénine. Et ça va inaugurer une présence de Clausewitz dans la réflexion révolutionnaire et ouvrière en Allemagne, qui est un peu discontinue, qui est un peu continue, alors qu'en France, ça va disparaître. D'accord. Il y a une raison qui paraît évidente, en tout cas à la lecture de ton ouvrage, sur le pourquoi autant de milieux révolutionnaires ont repris Clausewitz à leur compte et de ce que ça a apporté comme atout analytique et stratégique. C'est que dans la conception que Clausewitz a fait de la guerre, le fait militaire n'est pas réservé aux militaires. Finalement, ironiquement, c'est que le fait militaire concerne l'ensemble de la société et c'est pas non plus quelque chose qui se limite aux institutions, c'est que toute la société est mobilisée dans l'effort de guerre, dans le soutien, etc. Aussi parce qu'au niveau de l'adhésion du peuple à la guerre, c'est un élément très important. Ça, c'est vraiment ce qui va aussi nourrir, notamment quand tu parles de la guerre révolutionnaire, la guérilla, etc. C'est ce qui va nourrir la guerre populaire au niveau national. Oui, il y a un des grands... une des grandes thèses qui lie qui a pu lier les théoriciens du mouvement ouvrier et Clausewitz, c'est le rapport entre la guerre et la politique. C'est-à-dire l'usage, la formule qui est en usage dans le milieu francophone, c'est la guerre comme continuité de la politique. Mais c'est une traduction qui est ambiguë. On pourrait dire que c'est comme si c'était deux extrémités d'un spectre et qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. Alors que la formule allemande et les théories de Clausewitz sont très claires, c'est la guerre est une manière de faire la politique, la guerre est une partie de la politique. On fait de la politique de différentes manières, ça peut être par la diplomatie, ça peut être aussi par la guerre, et la guerre n'est rien d'autre que ça. Et donc, il y a donc un jeu permanent entre le militaire et le politique que Clausewitz traite de manière brillante, aussi parce que c'est un esprit méthodique, c'est un esprit original et c'est un esprit dialectique aussi. Il avait été il avait suivi les formations d'un des disciples de Hegel, donc sans être lui directement hegelien, mais il a une manière extrêmement moderne, c'est une dialectique d'aborder les problèmes, ce qui fait que son mode de réflexion et ses catégories ont très facilement été adoptés par le marxisme-léninisme, qui lui aussi fonctionne de manière dialectique. C'est pas étonnant si, du coup, il ait moins été entendu dans la social-démocratie ou dans les milieux libertaires et anarchistes. Aussi peut-être pour cette tournure de pensée. D'accord. Tu me mentionnais Franz Mehring comme étant la première figure marxiste ou pré-marxiste peut-être à avoir repris à son compte à Clausewitz. Mais ça c'était plutôt dans un cadre doctrinal. Dans un cadre pratique en application, tu mentionnes les écoles du Comintern comme étant les premières institutions dans lesquelles la pensée clausewitzienne va vraiment être appliquée dans un sens pas seulement doctrinal mais aussi finalement stratégique et tactique. Oui, c'était doctrinal et pas doctrinal, parce que la question du militaire en Prusse, ça va un autre poids que la question du militaire en France. Avec, c'est Mirabeau qui disait, la Prusse, c'est pas un État qui a une armée, c'est une armée qui a un État.
Donc, définir la place de l'armée et de la guerre dans la société et dans l'histoire, ça avait une toute autre importance pour les théoriciens du mouvement ouvrier allemand que pour les théoriciens en France. Donc, il y avait quand même un enjeu politique immédiat. Les écoles du Comintern, oui, c'est intéressant. Ça a commencé d'abord tout simplement pour les écoles du parti bolchevique. Ils ont commencé à ouvrir à des militants étrangers. Puis, comme le gros enjeu était la révolution chinoise, ils ont fait une école spécialisée pour les Chinois, l'école Sun Yat-sen. Et puis, ils ont fait ce qu'on appelait l'école Lénine, qui était pour former des révolutionnaires professionnels. Et ça allait de comment écrire un article à comment fabriquer une bombe. Et Clausewitz était dans le programme scolaire. Dans le programme. Et les conférences, il n'y a que 2 conférences qui ont été publiées de ces écoles, mais c'était des centaines et des centaines de cadres qui sont passés par là, y compris tous les commandants militaires des brigades internationales, Tito, Ho Chi Minh. Quelque chose qui est signalé dans ton livre et qui est assez intéressant, c'est qu'avant le 19e siècle, l'armée, les postes d'officiers étaient tenus par les aristocrates et les soldats étaient souvent des vagabonds, des mercenaires, des gens pauvres, quoi, où du coup on essayait qui étaient vraiment là comme de la chair à canon, en gros, quoi. Et quelque chose que tu signales bien, c'est que Clausewitz est un des premiers à montrer l'importance finalement du moral des troupes. Enfin, en tout cas, comment est-ce que un soldat qui a envie de se battre pour une cause qu'il pense être juste, finalement, c'est important dans la guerre, quoi. Et ça arrive beaucoup seulement à ce moment-là. Avant de le théoriser, il le constate, parce qu'il a une carrière militaire. Clausewitz, il fait ce qu'on appelle en France les guerres de la Révolution, mais de l'autre côté, et il constate la supériorité des armées révolutionnaires françaises, alors qu'il exècre la Révolution. Mais il a un esprit suffisamment scientifique pour passer au-delà d'une détestation des Français qui transparaît mais à travers tout son livre. Tu vois, ça c'est assez rigolo. Ça n'entache jamais sa démarche théorique, mais bon, il en voit. Et donc, il y a pour lui cette notion de peuple en armes, de nation armée, dont il va constater l'efficacité. Il sera à la bataille d'Auerstadt, donc il se passe au même moment que la bataille de Iéna, qui est aussi importante. Il assiste à l'humiliation, littéralement l'humiliation militaire de la Prusse, alors que depuis Frédéric II, toute l'Europe s'était mise à l'école militaire de la Prusse, donc c'est tout un modèle qui s'effondre, et lui il comprend et il voit les raisons. Et donc il développe la notion de peuple en armes. Mais ça renvoie aussi à son rapport à la politique. Donc quand faut pas faire d'anachronisme, quand lui il dit politique, il parle de politique d'État. Et il n'est pas idiot, il sait très bien que l'État peut ne pas coïncider avec les intérêts du peuple, mais il dit, grosso modo, quand une guerre est déclarée, c'est un État qui la déclare, donc, bon gré, mal gré, l'État représente la nation qui l'embarque dans la guerre. Et donc, avec les leçons qu'il prend de la Révolution française, il dit que la nation en armes est le vecteur le plus fort, est un facteur de victoire auquel justement l'ancien régime avec ses armées professionnelles était incapable. Parce que même ces histoires d'armées professionnelles qui ont été portées à la perfection par Frédéric II, qui allait très loin dans cette voie. Il disait surtout, moi je ne veux pas engager de paysans allemands, parce que le paysan allemand, il est bien dans son champ, c'est là où il est le plus utile. Là. Donc, son armée, il l'a fait de déserteurs des autres armées, de vagabonds, de condamnés, des gens en rupture de ban, littéralement ce qui était considéré comme la lie de la société. Et cette manière de considérer les soldats était générale. Hein. Il y avait les pancartes dans les tavernes, pas de filles, sous-entendu de prostituées, et pas de soldats. Pas de chiens. C'était considéré que le soldat, vraiment, c'était moins que rien, tu vois. Le mieux qu'on pouvait espérer socialement, c'était les fils cadets de la paysannerie. Mais sinon, le reste, c'était vraiment
du gibier de bagne. Et une armée considérée comme ça, c'est une armée qui, d'un côté, doit être hyper encadrée, parce que c'est des armées où, première occasion, on pille et on déserte. Frédéric II laisse une instruction pour ses généraux, et par exemple, ne jamais installer son camp près d'une forêt. Parce que du coup, les gens filent, ça machin. À la différence, l'armée de la Révolution française, et même celle qu'aura encore Napoléon, c'est une armée qui est motivée, c'est des soldats qui savent pourquoi ils sont là, donc pour eux, il n'est pas question de déserter. Ça veut dire qu'on peut installer les camps où on veut, on peut détacher des petites unités partout pour aller fourrager, pour aller réquisitionner des vivres et tout, alors que les armées d'Ancien Régime devaient traîner des longs convois pour amener de la nourriture. Donc du coup, il y a une liberté opérationnelle et une liberté tactique pour les armées de la Révolution et pour celles qui vont se mettre à son école, qui ont été plusieurs fois facteurs de victoire, comme à Ulm ou ailleurs. Et donc, ça, Clausewitz le comprend, et il devient défenseur de ça en Prusse. Donc, après la tatouille, rien ne vaut une bonne défaite que pour se remettre en question. Il va y avoir un mouvement réformateur en Prusse, qui va passer avec certaines réformes politiques, comme abolition du servage, comme aussi libération de tous les postes indépendamment de la classe sociale. Donc d'un coup, les rejetons de la bourgeoisie vont pouvoir devenir officiers. Et Clausewitz, Gneisenau, Scharnhorst, tout ça, ce sont des officiers qui ont été moteurs de cette grande réforme de la Prusse, en partie politique et en partie militaire. Et en définitive, avec un objectif militaire. Les réformes politiques étaient là juste pour assurer une base sociale à la réforme militaire. Et d'ailleurs, après la victoire contre Napoléon, tout le combat politico-militaire de Clausewitz va être maintenir ces réformes face aux vagues réactionnaires qui vont vouloir revenir dessus. Par exemple, en transformant les unités de milices populaires en régiments de réserve de l'armée. Il y a quand même une différence entre les deux. Tu mentionnais une liberté tactique et tu as aussi dit liberté opérationnelle, ou là plutôt je disais tactique et stratégique. Justement, ce niveau opérationnel que tu appelles, enfin, il n'y a pas toi qui l'appelles comme ça, mais qui est appelé art opératif ou opératique, c'est un niveau qui est presque toujours absent des réflexions politiques ou des réflexions militaires hors des écoles militaires, justement. Il n'est pas très connu du grand public. Cette espèce qu'on pourrait qualifier d'entre-deux entre la tactique et la stratégie, qui fait le lien entre les deux. Comment tu le définis ce niveau opérationnel, et pourquoi est-ce qu'il est primordial dans l'organisation politique et militaire? C'est marrant parce que ce concept d'opératique et d'art opérationnel, c'est une des premières remises en question fondamentales des théories de Clausewitz. Et pourtant, ce n'est pas une réflexion anti-clausewitzienne, c'est un peu adapté Clausewitz au temps moderne. Le concept d'opératique ou d'art opérationnel, il vient de l'entre-deux-guerres et il vient de l'Union soviétique. C'est notamment un théoricien militaire qui s'appelle Svechin, et qui constatait que, sur base de l'analyse de la Première Guerre mondiale, les guerres ne pouvaient plus être décidées par une grande bataille décisive, à la Austerlitz, Ulm, Waterloo, parce que, justement, toutes les nations étaient engagées, que les guerres devenaient industrielles, prenaient une telle dimension que une bataille ne permettait pas de gagner la guerre. Et donc, pour mener la stratégie à terme, il ne suffisait pas de s'organiser pour arriver à une bataille victorieuse, il fallait des successions de batailles, et qu'il appelle donc des campagnes, des grandes opérations, donc des successions de combats pour faire une campagne, une opération, et même des successions d'opérations pour remporter une guerre. Mais en soi, c'est pas anti-clausewitzien, simplement les temps ont changé. Je ne sais pas comment on pourrait transposer ça au niveau de la politique militaire révolutionnaire.
peut-être que les campagnes telles que les concevaient les Brigades Rouges, on pourrait être là dans l'ordre de l'opératique. Donc entre l'action, entre la tactique qui va permettre, je sais pas moi, d'enlever Aldo Moro ou d'attaquer le siège de la démocratie chrétienne, et leur stratégie qui était l'attaque au cœur de l'État, il y a cette notion de campagne où, voilà, pendant 2 mois, ils ont attaqué la démocratie chrétienne en faisant des différentes opérations. Peut-être qu'on pourrait transposer ça à ça, mais je ne vais pas avancer plus loin. Justement, ce niveau opérationnel, dans un cadre militaire, ce que tu disais, c'est qu'il fait la part belle aux manœuvres, donc à la mobilité. Dans un cadre politique, est-ce que ça veut dire un peu délaisser les barricades, délaisser la staticité de terrain pour devenir davantage mobile? Ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment un autre plan. Un des grands points peut-être pas originaux, mais qu'on a retenu de Clausewitz, c'est la dialectique entre la défense et l'attaque. Et il a une réflexion assez originale, c'est que c'est l'attaque qui permet de gagner quelque chose, de prendre une province au pays voisin. Et donc, si l'attaque était la forme la plus forte de la guerre, tout le monde passerait son temps à attaquer. Et donc, à contrario, c'est la défense qui est la forme la plus forte de la guerre. Et si on veut réussir une attaque, il faut avoir des effectifs, des moyens, une supériorité quelconque sur le défenseur. Et donc, il y a toute une dialectique comme ça, où pour lui, le fin du fin dans la conduite de la guerre, c'est de mener une défense jusqu'au moment où l'attaquant a épuisé son potentiel offensif et passer au bon moment à l'offensive pour remporter la guerre. Mais défense et attaque ne sont pas liées forcément à mobilité et immobilité, et encore moins à passivité ou activité. La notion de défense peut être associée à la notion de manœuvre, par exemple. L'important, c'est pas tellement l'offensive que l'initiative, que garder une initiative. Un exemple qui vient comme ça de défensive manœuvrière, c'est la longue marche de Mao Tse-tung. À un certain moment, ils sont coincés, l'armée rouge, les soviets sont encerclés par l'armée du Kuomintang, ils savent qu'ils vont se faire étrangler petit à petit, et bien ils décident de sauver les forces vives de la révolution, ils font la longue marche. Donc on a quelque chose de absolument défensif, mais tout à fait mobile pour le coup. D'accord. Tu as mentionné les brigades rouges, dans ton livre notamment, tu as consacré un chapitre par rapport à ça, mais tu mets en évidence que finalement les brigades rouges ont peut-être, malgré elle, un peu une application clausewitzienne de la lutte, sans forcément avoir une inspiration directe, puisqu'ils n'ont pas connu Clausewitz, forcément. Oui, Clausewitz a été traduit tard en Italie. Il y a une petite traduction confidentielle pour les milieux militaires. Sinon, je crois que la première édition grand public de Clausewitz en Italie, c'est 70, 71, un truc comme ça. Maintenant, il faut dire, il y a beaucoup de gens qui font du Clausewitz sans le savoir, parce qu'ils sont léninistes. Et que les réflexions de Clausewitz ont beaucoup nourri Lénine et le léninisme. Longtemps dans mes travaux, j'étais persuadé que Diab, par exemple, ou Mao étaient clausewitsiens. J'en étais persuadé avec leur manière de faire, la manière, je sais pas, la manière dont la bataille de Dien Bien Phu a été décidée, pensée, menée. C'est presque un manuel de Clausewitz. Mais l'influence aurait pu être indirecte de différentes manières, à commencer par Lénine. C'est en tirant le fil que je me suis rendu compte, et puis avec de nouvelles publications comme les mémoires de Diab ou les carnets de lecture de Mao Tse-tung, je me suis rendu compte que l'influence avait été directe. Mais l'hypothèse que je formulais pour eux, et qui s'est révélée fausse parce qu'il y a une influence directe, se révèle vraie pour beaucoup d'autres. Beaucoup de gens ont fait du Clausewitz simplement parce qu'ils étaient léninistes. Il y a un lien entre le léninisme et Clausewitz dans le rapport à la violence, au pouvoir, à la politique, un lien qui est très très fort. Je crois que c'est toi qui racontes l'anecdote, il me semble, parce que j'ai lu ça quelque part, mais je crois que c'est dans ton ouvrage,
que Lénine, lorsqu'il rentre en trombe et dans l'urgence finalement à Saint-Pétersbourg pour participer à la révolution qui commence sans lui, il emporte 2 ouvrages avec lui. C'est La guerre civile en France, voilà, et de la guerre de Clausewitz. Et qu'il a beaucoup annoté Clausewitz. Oui. Et toutes ces notes existent, mais ça, il l'a fait quand il était en exil en Suisse. Et ça a été publié assez tard, et en Union soviétique, et assez confidentiellement, en annexe à un tome de ces cahiers philosophiques. Et ces cahiers, les 9/10, c'est simplement des pages qu'il recopie. Comme il est dans une bibliothèque, et il a recopié, mais les chapitres entiers de Clausewitz, c'est... Qui lisent en allemand. Oui. Et oui, il lisait parfaitement l'allemand. Bon, grosso modo, à part les Français, tout le mouvement ouvrier européen parlait allemand à l'époque, comme 30 ans après, il parlait russe, quoi. Et beaucoup d'anecdotes, c'est juste bien vu, point d'exclamation, bien envoyé, des trucs comme ça, ou des trucs, des passages entiers recopiés, et quelquefois des petites nuances. Parce que pas de traces de lutte de classe dans Clausewitz, et puis, comme je disais, le belligérant pour Clausewitz, c'est l'État. Et quand Clausewitz étudie toutes les guerres du passé, on voit qu'il fait l'impasse sur toutes les guerres civiles. Donc il ne va pas parler de la guerre, des guerres de religion, la guerre des paysans en Allemagne. Ça, c'est hors de son champ. Donc soit il y a eu un embarras qui a empêché de le traiter, soit simplement c'était hors de son paysage mental et intellectuel, j'en sais rien. Je n'ai pas creusé cette question-là. Alors que pour Lénine, évidemment, tout sujet politique peut être belligérant, et donc toute instance de classe est belligérante. Déjà, pour le marxisme, l'État est une instance de classe, mais donc le parti, en l'occurrence le Parti communiste dans le léninisme qui s'y oppose, est une autre instance de classe, et il a autant le statut de belligérant que l'État. Et donc ça, c'est la principale dimension par laquelle Lénine enrichit ou donne sa version de Clausewitz, des thèses de Clausewitz, sur la question du belligérant. On a l'impression qu'il y a une adhésion totale de la part des marxistes et apparentés marxistes à la question clausewitzienne. Est-ce qu'il y a eu des rejets internes au mouvement communiste, ouvrier, sur l'héritage de Clausewitz? Non, pas que je sache. D'accord. Pas que je sache. C'est ou adhésion ou désintérêt. D'accord. Mais généralement, tout le courant, on va dire, marxiste qui, donc justement, essaie de faire de la guerre fonction de la politique, une stratégie, qui pose la question du pouvoir, aussi de la victoire, où la lutte n'est pas là pour faire de la lutte, mais pour arriver à une victoire et écraser l'ennemi, et tout. Ils ont tous été clausewitziens. Parfois de manière superficielle, hein. On voit toujours les 3 mêmes citations qui reviennent, parfois de manière extrêmement approfondie, comme chez Mao ou Lénine. Mais non, je n'ai pas trouvé de traces. Même quand il y a des grands débats, comme dans les années 20 en Union soviétique, sur la question de savoir est-ce qu'il y a une manière prolétarienne de faire la guerre. Gros débat entre d'un côté Frunze, de l'autre côté Trotsky, ils se revendiquent tous les deux de Clausewitz. Ils ne citent pas les mêmes trucs, mais ils se revendiquent tous les deux de Clausewitz. Qui là ne devient presque plus qu'un argument d'autorité, justement, à cause de tout le bien que Lénine a pu en dire. Transition parfaite, parce que je voulais citer le début de ton chapitre que tu consacres au cadre épistémologique du débat. Tu écris: la question de la possibilité d'une science militaire prolétarienne est un thème à tiroir qui amène à 2 questions ayant déjà rempli quelques bibliothèques. 1. Le savoir militaire est-il une science? 2. Peut-il avoir un caractère prolétarien? Voltaire a bien résumé, voire outré, la position de ceux qui reconnaissent un art de la guerre, mais récusent toute science de la guerre. Il n'y a rien à apprendre des campagnes du passé pour celles à venir, dit-il, car les ressemblances sont toujours imparfaites, les différences toujours grandes. La conduite de la guerre est comme les jeux d'adresse, qu'on n'apprend que par l'usage. Et les jours d'action sont quelquefois des jeux de hasard. Ensuite, tu continues. Clausewitz se distingue, qui dépasse l'alternative dans une sortie hautement appréciée par Engels, en considérant la guerre ni comme un art ni comme une science, mais comme un acte de la vie sociale,
se rapprochant plutôt du commerce, qui constitue également un conflit de grand intérêt, et plus encore de la politique. Oui, oui. Je suis d'accord. C'est d'accord avec ce que tu écris. Oui. Donc, deux côtés à ce débat. Est-ce que la guerre est-ce qu'on peut faire une science de la guerre ou est-ce que c'est juste un ensemble de savoir-faire et donc ça c'est un débat qui a traversé le mouvement communiste. Il y a un art de la guerre, ça c'est clair. Autrement dit, une manière de gérer des situations qui sont toujours uniques. Chaque bataille, chaque guerre est spécifique, et donc on peut dire qu'il y a des généraux qui sont talentueux entre ce qu'ils ont... D'abord une perception plus fine de ce qui se passe, une perception du rapport de force, d'un certain nombre de facteurs, comme oui, le fait qu'une armée, c'est pas une machine parfaitement huilée, qui fait exactement ce qu'on lui dit, donc savoir la part de l'imprévu, là voilà. Donc il y a un côté artistique à l'ancien sens du terme d'art dans la conduite de la guerre. Est-ce une science? Certains le défendent en disant que on peut faire des principes qui sont toujours valables. Garder l'initiative, concentrer les forces à l'endroit où c'est décisif, enfin une économie des forces, donc c'est-à-dire les concentrer où les enjeux sont décisifs, et mettre le minimum là où les questions sont secondaires. Voilà, donc il y a des principes comme ça qui sont universels, et donc qui pourraient relever de la science. Au bout du compte, ceux qui ont abordé la question, un peu une question intellectuelle, un peu une question d'étiquette aussi, mais ceux qui ont... pas dire, proposer une solution, on va dire ça de la manière la plus satisfaisante, ce sont les soviétiques qui définissent une science de la guerre dans laquelle l'art de la guerre n'est qu'une partie à côté de l'histoire des guerres, voilà, toute une série voilà, ils ont fait une nomenclature assez précise de ça. L'autre question est peut-être plus intéressante, voilà, peut-être moins... théorique, enfin moins abstraite, c'est est-ce qu'il y a une manière prolétarienne de faire la guerre. Et là, le clash est intéressant, parce que d'un côté, il y a Frunze, ce qu'on appelait les communistes militaires, qui disaient oui, une nouvelle classe sociale, une nouvelle société, amène aussi une nouvelle organisation militaire, et ils peuvent s'appuyer sur la Révolution française. C'est exactement ce qui s'est passé. La France révolutionnaire ne pouvait pas faire la guerre comme Louis XIV. Les choses étaient tout à fait différentes. Et il s'oppose à Trotsky, qui lui dit non, il n'y a qu'une manière rationnelle de faire la guerre, comme il n'y a qu'une manière rationnelle de produire de l'acier ou d'extraire du charbon, ou de soigner une épidémie, et c'est la manière scientifique. Et les prolétaires ont juste à se mettre au niveau de compétences des armées bourgeoises, et comme en plus, eux, ils savent pourquoi ils se battent, du coup, toutes choses égales ailleurs, ils triompheront. Et ça, c'est le grand débat des années 20, qui est vraiment un débat très riche, parce que c'est aussi à ce moment-là que naît le concept d'art opératique, la question de la mécanisation, tout ce genre de choses... des gens qui affirmaient que donc une stratégie révolutionnaire ne pouvait être qu'offensive. Ça a vraiment été un débat très très riche. Et est-ce que ce débat, après les années 20 et les années 30, semble avoir été tranché, ou il a continué dans les mouvements révolutionnaires, notamment des coloniaux? Il a été tranché en Union soviétique. Il n'a pas été tranché, il a été gelé. D'abord par la marginalisation de Trotsky, mais qui a été facilité par la mauvaise gestion qu'il a eue justement de ses fonctions militaires après la Révolution, où vraiment l'armée rouge était dans un très mauvais état, et donc il a été l'objet de nombreuses critiques
que lui, après, a prétendu, voilà, c'est les manœuvres de Staline pour avoir le pouvoir et tout. Mais en réalité, non. Quand on voit ce débat dans les années 20, on voit tous les protagonistes qui, à un certain moment, étaient alliés dans tel aspect du débat contre celui-là, Et donc, Frunze s'est opposé à un certain moment à Staline, quand Staline a voulu utiliser l'armée pour la collectivisation des campagnes, et Frunze a dit non, justement, ça c'est... l'armée, elle est là pour préparer la guerre. À d'autres moments, comme j'ai dit tantôt, Frunze s'est opposé à Trotsky. Enfin, voilà, grosso modo, tous les acteurs du débat se sont retrouvés à un certain moment en accord, en désaccord. Donc la justification a posteriori de Trotsky en disant j'ai été critiqué, mis sur la touche, c'est la faute à Staline, j'y crois pas trop. Ce qui s'est passé, par contre, par la suite, c'est que les grandes purges ont tétanisé le débat, ont tout à fait gelé le débat. Il y avait la ligne et plus rien d'autre. Et donc, ce débat lui-même a été occulté. C'est comme s'il n'y avait plus de débat. Donc, ces documents n'ont pas pu être discutés ou au Vietnam ou ailleurs. Là, il y avait juste la science de la guerre telle que définie par l'Union soviétique et point barre. Parce que en lisant tes ouvrages, ou même en lisant les différents legs idéologiques, historiques qu'ont pu nous laisser les mouvements révolutionnaires, donc je disais décoloniaux ou anticoloniaux, on aurait l'impression comme ça que le choix qui a été fait en tout cas par ces mouvements, ça a été plutôt de créer une guerre prolétarienne, c'est-à-dire, enfin, peut-être que c'est l'apport du maoïsme, je sais pas, mais avec une approche très autocritique, avec la remodélisation de la fonction de commandement, ce genre de choses. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a cette prédominance quand même dans les mouvements des années 70 notamment? Je crois que c'est l'influence de la révolution chinoise et du maoïsme, clairement. Beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Déjà, la notion d'entamer la guerre avant que la majorité des masses ou une masse critique dans la société, dans la classe soit prête à la révolution, ça c'est du pur héritage maoïste. Faut pas oublier que beaucoup de ces mouvements ont été faits aussi à l'imitation de ce qui a été fait au Vietnam et que le Viet Minh s'est pas simplement inspiré de l'expérience chinoise, mais y a participé. Ho Chi Minh, bon, il a été à Moscou, machin et tout, il a été agent du Comintern, il a fait de la tôle à Hong Kong, tout ce que tu veux, mais il a aussi été dans l'armée rouge chinoise pendant tout un temps, et il y a envoyé, je pense Pham Minh Dong, mais en tout cas Giap, et quelques autres. Donc c'est pas simplement ah tiens de l'autre côté il y a un truc qui marche. Ils ont participé à cette expérience. Et parmi les premiers écrits de Giap, il y a des articles sur la guerre et sur l'armée rouge chinoise. Et les débats, quand Giap parle de Clausewitz, c'est vraiment spécifique. Il y a tout un chapitre de Clausewitz sur la guerre en montagne, dont Giap prétend s'être inspiré pour Dien Bien Phu, puisque Dien Bien Phu était une cuvette entourée de montagnes et tout. Là. Ce qui est peut-être anecdotique. Plus intéressant, c'est que Clausewitz dit que si on veut qu'une guerre de partisans, qu'une guerre du peuple soit victorieuse telle qu'en elle-même, c'est-à-dire pas avec l'assistance d'une armée classique, peut-être même d'un allié étranger, il faut que le pays soit tellement grand que les forces d'occupation soient beaucoup trop dispersées. Et il donne l'exemple de la Russie, évidemment, qui l'oppose un peu à l'Espagne, où il a fallu l'armée de Wellington en plus des guérillas espagnoles pour vaincre les Français. Il faut dire qu'il a été en Russie. Hein. Donc, sa boussole politique, c'était un peu la guerre à la France. Pour lui, la France était l'ennemi naturel de la Prusse. Et donc, quand la Prusse a capitulé,
a fait la paix de Tilsit. Il a voulu s'engager dans l'armée autrichienne, mais hélas, pour lui, l'Autriche a été écrasée à Wagram avant qu'il puisse rentrer dans la légion prussienne de l'armée autrichienne, et donc il a continué la guerre contre les Français dans l'armée russe. Et d'ailleurs, ce qui lui a valu des misères, parce que c'était une manière de désavouer son roi. Et par cet aspect-là, il y a un côté moderne dans la politique de Clausewitz, où il fait passer l'intérêt national avant l'intérêt de sa monarchie, avant l'intérêt de son monarque. Alors que ses deux autres frères, qui étaient aussi généraux, sont restés dans l'armée, et un était dans la grande armée que Napoléon a amenée en Russie, parce que, parmi toutes les humiliations que Napoléon a infligées à la Prusse, il y avait aussi l'obligation de fournir un corps d'armée pour ses propres guerres. Donc, je ne m'égare pas tout à fait, Clausewitz a été en Russie et donc a pu assister à toute cette guerre des partisans. Et quand il y a eu le débat chez les Vietnamiens, à savoir, est-ce qu'on commence la guerre populaire, la grande question c'était, est-ce que le Vietnam est assez grand pour adopter ces stratégies? Clausewitz dit la Russie, en Chine, ok, ça va, on peut difficilement faire mieux, mais est-ce qu'on peut le faire, au Vietnam? Et c'est voilà, ça c'est un des moments où les thématiques, les questions telles que posées par Clausewitz ont touché les mouvements décoloniaux. Et puis, ben voilà, les Vietnamiens l'ont fait de manière tellement brillante et tellement efficace qu'ils sont eux-mêmes devenus un modèle. On peut dire que Giap a mieux lu Clausewitz que les Français, en tout cas l'a mieux interprété. Oui. Ah oui. Dien Bien Phu, c'est vraiment le prototype de la bataille clausewitzienne, une bataille dont l'objectif est politique et vise à un bouleversement politique. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a aucune armée, en tout cas aucune armée occidentale, moderne au monde, qui n'étudie pas Clausewitz dans ses écoles militaires. Enfin, tous les officiers le connaissent forcément, l'étudient. Et pour autant, les révolutionnaires aussi, et parfois l'interprètent mieux, en tout cas l'appliquent mieux. Oui. Peut-être parce que les militaires le lisent pour ses côtés militaires, c'est-à-dire par lesquels il a justement vieilli. Il y a des chapitres. Moi, la première fois que j'ai lu Clausewitz, ça m'est tombé des mains, franchement. Les chapitres, la proportion qu'il faut entre les canons, les cavaliers, des choses comme ça. Enfin, tu vois, des trucs, tu vois. En plus, vas-y, c'est vraiment traduit avec le pied gauche. C'est en plus exprimé, tu vois, avec à l'origine, c'est tellement un peu philosophique, comme ça, du 19e. Vraiment, tu trouves, c'est accablant. Tu vois. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait une deuxième lecture. Je devais avoir des loisirs. Et puis d'un coup, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose, tu vois. Et voilà. Donc, à un certain moment, voilà, franchement, ça se mérite. Tu vois, c'est pas une lecture de plage. Mais après, tu dis, ah putain, oui. Franchement, je vois l'intérêt, tu vois. Et beaucoup de trucs, justement, qui ont l'air faussement évidents. La guerre, continuité de la politique, bah oui, la première nouvelle, tu vois. Mais le nombre de ceux, comme tu dis, qui l'ont lu, qui ont cru le comprendre et qui se sont viandés, c'est légion. Hein. Donc, voilà, c'est pas aussi évident qu'on peut le croire. Alors, tu as beaucoup mentionné le Vietnam, parce que tu as un peu un tropisme sur la question, on peut le dire, en tout cas ça t'intéresse beaucoup, y compris d'un point de vue personnel, t'as un affect particulier pour cette question, notamment tu as dédicacé, ce livre à la mémoire du général Hong Koo, que tu as rencontré. Il n'est pas très connu, on connaît tous Giap, mais Hong Koo, je pense que très personne n'a entendu parler. Est-ce que tu peux me dire qui c'est? En fait, c'est son beau-frère. C'est un révolutionnaire vietnamien très célèbre qui avait 2 filles, et Hong Koo a épousé une, Giap a épousé l'autre, mais c'était surtout des compagnons d'armes, donc tous les deux lycéens à Hanoï, et ils ont tout fait, la guerre contre les Français, puis la guerre contre les Japonais, puis de nouveau la guerre contre les Français, puis la guerre contre les Américains, puis la guerre contre les Khmers rouges, puis la guerre contre les Chinois. Et Hong Koo, finalement, il a terminé sa carrière militaire comme commandant adjoint de l'appareil politique de l'armée. Et l'appareil politique de l'armée, dans une armée comme celle du Vietnam, c'est central. Donc il a fait toute sa carrière, même de combattant, comme commissaire politique. Il était à Dien Bien Phu, dans la division 308. Son frère est mort à Dien Bien Phu. Et
Et voilà, c'est quand j'ai été invité au Vietnam, c'est lui qui m'a accueilli parce que dans ses activités de retraité, il était rédacteur en chef au journal de l'armée. Et donc, voilà. Et franchement, c'est un charmant bonhomme. On s'est bien entendu. Et il est mort il y a 3 ans. Voilà. Tu as recensé autant que possible, tu as fait une cartographie. On va te laisser montrer à la caméra et on la mettra sur... si tu veux la montrer à la caméra en face, on la mettra sur l'article qui ira avec ta vidéo. Qui essaie d'être aussi correct que possible, où tu montres l'héritage clausewitzien à travers différentes organisations révolutionnaires. Le titre, c'est Pratique et théorie de la guerre populaire et révolutionnaire, qui est assez précise. Toi, ce que tu as démontré dans ce livre, qui finalement, malgré lui, est partisan, puisqu'il prouve un fait, c'est que les révolutionnaires ont besoin d'une organisation structurée, ont besoin d'un cadre doctrinal, ont besoin aussi d'appréhender la guerre peut-être de manière plus rationnelle et parfois en enlevant certains affects de réflexe qu'ils ont contre la guerre. Justement, cette question morale de la guerre, elle semble quasiment exclusive, en tout cas à notre époque, à savoir qu'on l'approche seulement avec ce point de vue moral, parfois détaché du politique, où forcément la guerre c'est mal, sans savoir pourquoi, en fait, sans savoir expliquer pourquoi ça serait mal. Et du coup, si l'antimilitarisme peut avoir un certain sens dans le rejet des institutions militaires, il l'amène souvent vers cet écueil qui est qu'on ne conceptualise plus la question du rapport de force violent, du rapport de rupture avec l'adversaire, que ce soit l'État, la bourgeoisie, le capital, tout ce qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'il y a cette rupture, ou pourquoi en tout cas est-ce qu'il y a ce détachement, et pourquoi, en tout cas pour nous dans notre réalité très, très française, pourquoi est-ce qu'il y a cet abandon de l'approche qu'on pourrait avoir de la guerre? D'abord, ça vient de loin, hein. C'est pas la génération maintenant qui dit non d'un chien, on est à côté de la plaque. Il y a d'abord tout le courant social-démocrate qui abandonne l'idée d'une confrontation armée à la bourgeoisie, donc il s'est tout à fait désintéressé des questions militaires. Et puis tout le courant marxiste-léniniste qui, avec sa stratégie insurrectionnaliste, reportait la question militaire à un moment où les conditions seraient réunies. Et donc, en attendant, et quelque part pour réunir ces conditions, mais d'une manière tout à fait détachée d'avec cet horizon, la préoccupation, c'était organiser la classe, c'était les intellectuels, les étudiants, les grèves, les syndicats, le parti et tout. Et donc ils ont rempli des bibliothèques entières sur la sociologie, l'économie, l'histoire, la philosophie, et le militaire des intérêts totaux. Donc franchement, ça vient vraiment de loin. Et quand la violence s'est manifestée, je veux dire, pas des révolutionnaires, hein, pas spontanément dans les luttes, parce que ça n'a jamais cessé. Ça a souvent été en dehors de cette tradition marxiste-léniniste, donc aussi en dehors de tout ce rapport à la stratégie, au pouvoir et tout. Et donc, ça pouvait être la violence, démonstrative ou même existentielle, la violence comme geste de libération ou comme simple affirmation d'un rejet, d'un refus du système ou à un degré un peu plus stratégisant, démonstration qu'il était possible d'attaquer le système et tout. Mais presque toujours, et en France, particulièrement hors stratégie. On peut comparer Action Directe à les Brigades Rouges, par exemple. Tout ça, c'est assez typique. Tu as mentionné le moment insurrectionnel, justement, qui pour moi fait lien avec ça. C'est que même s'il est primordial et d'une extrême importance, et que forcément il marque le côté politique révolutionnaire de l'action et du commencement de la guerre, il n'est pas suffisant lui-même. C'est-à-dire que dans ce que tu as l'air de démontrer, c'est que la pensée clausewitzienne, elle va aller au-delà de l'instant insurrectionnel, et elle va aussi se concentrer sur l'après, sur la question logistique, sur la question de comment maintenir un effort de guerre finalement. Et avant l'interview, on parlait un peu de Blanqui.
c'est un reproche notamment qui a été fait à Blanqui de savoir qu'il s'était focalisé sur l'instant insurrectionnel en oubliant après un peu l'après qui est la guerre qui n'est pas juste instant, hein, qui n'est pas qu'un instant, qui est un processus assez long et assez pénible. Donc est-ce que la pensée clausewitzienne, elle manque, par exemple chez Blanqui, même s'il est à peu près contemporain, est-ce qu'elle manque dans d'autres idéologues, dans d'autres figures philosophiques, politiques, insurrectionnelles? Avant de revenir à Blanqui, hein, ce qui fait la pensée clausewitzienne par rapport à la guerre, c'est qu'il pense la paix. Donc, pour lui, une guerre est bien menée quand elle est menée en fonction de la paix qu'on souhaite. Et c'est là aussi, on voit qu'il a une pensée dialectique et il ne va pas opposer l'un à l'autre, que la paix naît de la guerre, la guerre naît de la paix. Donc, voilà. Par contre, pour Blanqui, on fait beaucoup de mauvais procès à Blanqui. Dans le mouvement ouvrier classique, blanquisme, ça a été longtemps synonyme de cercle de conspirateurs coupés des masses qui essayent de provoquer la... Voilà, c'est injuste, mais c'est devenu un terme qu'on emploie comme ça, un terme d'usage. C'est injuste parce que quand on étudie les théories de Blanqui, il tient tout à fait compte des masses dans le rapport de force et dans les processus. Donc pour lui, ces organisations secrètes, qui ne sont jamais qu'un parti clandestin, hein, on en revient là, ne déclenchent l'insurrection que quand il juge que les masses sont subjectivement prêtes à faire, elles, cette insurrection, et donc à les transformer en révolution. Donc c'est pas du tout le petit cercle qui fait son putsch. Il y a un rapport aux masses qui est très clair chez Blanqui. Et l'autre facteur, c'est que la stratégie que propose Blanqui, elle était jouable, et d'ailleurs elle a réussi en 1830, même si elle a échoué en 1832 et en 1848, parce que les armées étaient susceptibles de se rallier au peuple, encore à ce moment-là. Et ça, c'est un facteur stratégique qui pèse lourd, et qui fait que les propositions de Blanqui étaient probablement les plus correctes qu'on pouvait formuler pour l'époque. Loin de moi l'idée de dire qu'il faudrait devenir blanquiste, mais voilà, il faut... Et ce qui est présent dans ton livre, c'est le travail que tu fais pour montrer un peu toutes les stratégies qui ont pu être mises en place, quoi, toutes les stratégies révolutionnaires, donc la stratégie insurrectionnaliste blanquiste jusqu'à la stratégie de guerre révolutionnaire prolongée. Enfin, il y a tout un passage comme ça où vraiment on voit un peu l'évolution au XXe siècle des différents héritages, avec justement ce fait historique que ça ne sert absolument à rien d'essayer de reproduire quelque chose qui a pu être tenté ou marcher à tel moment, et qui en fait ne peut que rater dans d'autres situations, quoi. Et... ouais, je voulais savoir, du coup, toi, comment est-ce que tu as travaillé, notamment avec cette carte, on voit ça très bien, quoi, cette espèce d'immense cartographie de tous les mouvements de lutte armée révolutionnaire. Comment est-ce que tu as dû faire des choix à un moment donné de plutôt prendre tel exemple plutôt qu'un autre? Est-ce que tu t'es dit, tu t'es mis des genres de préférences, ou est-ce que je sais pas, il y avait quelque chose qui te semblait beaucoup pertinent à d'autres moments? Et j'ai fait un gros effort pour ne pas marquer de préférence, justement. Vraiment, bon, moi je suis pas un essayiste, je suis pas un écrivain, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier, d'ailleurs c'est fini, j'ai terminé, voilà, fin de l'histoire. Mais je voulais que les questions soient posées. Et que cette absence de réflexion sur la question militaire, et parfois même encore pire que l'absence, le fait qu'on croit savoir, qu'on a deux, trois comme ça, idées reçues qui sont juste des vieux
des vieux réflexes, des Position vieux... morale. oui, morale des héritages, des trucs qu'on répète comme ça. Voilà, ça c'était particulièrement déprimant. Donc, à la fois la carte que la nomenclature dont tu parlais tantôt, c'est juste pour un peu aider les gens à se positionner où est-ce que je suis dans cette histoire-là. C'est quoi mon héritage, qu'est-ce qui a été essayé, parce que c'est ça aussi qui est dramatique, c'est que si on n'étudie pas ces expériences, ben c'est comme si on repartait à zéro et on faisait des erreurs qui ont déjà été commises 10 fois. Voilà. Donc voilà, moi j'arrête avec ce livre parce que grosso modo j'ai dit tout ce que je pouvais en dire, mais en réalité ça appelle à 50 autres livres, travaux et machin allant en ce sens pour un peu à rattraper notre retard conceptuel et théorique sur ces questions, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a notamment un index qui fait 150 pages, je crois, il fait presque un quart du livre, et puis chaque passage de l'index donne envie en fait, de creuser plus loin, d'aller encore plus loin sur telle lutte. Enfin, on découvre énormément de tentatives de stratégie, de tactique, etc. Et ça, c'est pas propre aux militaires. Hein. Oui, on est privé de notre propre histoire. Hein. C'est ça, ouais. Et ben, justement, ouais, c'est vrai que on le disait dès le début, quoi. Il y a quelque chose qui... Enfin, moi, le premier, c'est une lecture qui est assez rare, quoi, dans un certain milieu militant, de vraiment se pencher sur cette histoire-là. Et pire que ça, parfois c'est mal vu. Ah bah oui. Ou alors c'est comme si c'était du militarisme. Ou alors c'est réduit à des formes de romantisme autour de grandes figures, Che Guevara, etc., et qui sont complètement désengagés, enfin qui sont purement ramenés à un individu charismatique et qui invisibilise complètement les stratégies. Est-ce que toi t'as... Et même pire encore, avec le côté sacrificiel, tu vois, parce que c'est la mort qui l'héroïse. Et ça, c'est aussi une sale habitude de la gauche de n'être content que quand on est vaincu. Tu vois, on est bien pris dans la gueule, c'est nous les pauvres, c'est nous les martyrs. Tu vois, genre Saint Salvador Allende, mais franchement, c'est une honte. Tu vois, nous, on adore cracher sur la gauche ici. On est très contents. Non, mais c'est terrible, tu vois, parce que et dès qu'il y a les victoires, alors du coup c'est l'horreur, parce que oui, et dans la guerre et dans la révolution, ça implique des faits, des rapports de force, des destructions, des morts, et des machins. Ah oui. Non, être vaincu les mains propres, ça c'est très facile. Gagner, c'est notre chanson, quoi. Oui, moi je suis très content de revenir sur ça, parce que j'adore toujours bitcher sur les gens très, très à gauche, ou pas très à gauche d'ailleurs, mais cette figure de l'éternel vaincu, elle revient sans cesse. Et toi tu l'as mentionné avant, lorsqu'on engage un processus révolutionnaire guerrier, enfin en tout cas militaire, directement les conditions de la victoire vont être établies au préalable, et on juge du succès d'une guerre ou d'une révolution, du coup, que sur les objectifs qu'on a réussi à atteindre par rapport, quand c'était fixé par rapport à avant. Et dans tes deux chapitres qui concernent l'art opératif et la tactique, t'énonces quelques principes qui probablement peut-être paraissent très militaristes ou peuvent faire très peur comme ça, hors de tout cadre politique, mais qui paraissent néanmoins assez pertinents. Notamment, tu écris: l'art opératif a pour principe 1. La mobilité et l'importance des rythmes accélérés dans les opérations de combat. 2. La concentration des efforts à ou aux endroits et à ou aux moments décisifs. 3. La surprise. 4. L'initiative et l'activité dans le combat. 5. La préservation des capacités et de l'efficacité de ses propres forces. 6. La conformité des objectifs de l'opération aux conditions de la situation réelle. 7. La coopération des forces et des moyens. Et après, pour la partie plus tactique, de nouveau, tu reprends des principes que j'avais mentionné un peu avant, mais évidemment ils sont assez précis, tu donnes des exemples historiques. Donc dans les principes de tactique insurrectionnelle notamment, 1. Renoncer aux barricades mais se fonder au contraire sur l'utilisation de petits groupes mobiles spécialisés, pour certains d'entre eux, dans la lutte anti-tank par exemple, connaissant bien le terrain. Aménager le terrain pour favoriser l'action des groupes mobiles, comme percer les murs des maisons mitoyennes pour ménager des passages, etc. 2. Utiliser toutes les armes possibles.
en 1956, les contre-révolutionnaires hongrois électrocutaient les tankistes soviétiques en faisant tomber les câbles des tramways sur les tanks. Des couches de tissu imbibées d'huile sur lesquelles patinaient les tanks favorisaient l'attaque de ces derniers. Lors de l'insurrection de Hanoï en 1946, les miliciens Viet Minh creusaient des fosses anti-chars et les masquaient par un obstacle qui incitait le tankiste à accélérer à leur approche. Également utiliser des leurres, fausses mines, faux postes de tir, etc., des obstacles, pointes métalliques enfoncées dans le sol et des pièges, miner la position susceptible d'être abandonnée, voire simuler des abandons pour attirer les dans un endroit miné, se mettre à l'écoute de la créativité des masses, favorisant la génération des idées utiles. Bon, ça continue pendant longtemps, je ne vais peut-être pas tout lire parce que c'est très très précis. Tous ces points, c'est pas Clausewitz qui les a développés, en tout cas pas à son époque. D'où tu tires tous ces principes politiques et militaires, de qui, de quel successeur de Clausewitz? Mais ça, toutes ces énumérations-là, c'est dans un texte qui est franchement atypique dans le recueil. C'est une conférence qui m'a été demandée pour justement comment rendre un peu plus pratique la réflexion sur la stratégie et tout. Et ces énumérations qu'on peut trouver grosso modo partout, sous 50 formes différentes, rentrent dans le cadre d'une réflexion un peu plus large, à savoir c'est quoi une politique militaire révolutionnaire. Donc quand on fait un projet révolutionnaire donc, qui comporte l'idée d'un affrontement militaire, il n'y a pas simplement une stratégie, il y a une conception globale. Par exemple, une vision de la société, on dit quelles sont les classes qui vont être dans le camp de la révolution, dans le camp de la contre-révolution, quelles sont les classes aussi qui sont susceptibles de glisser à l'un et à l'autre, quels sont aussi par exemple les alliés possibles, les interventions étrangères, des choses. Tout ça, ça rentre dans un ensemble qui est une politique militaire. Et la question tactique, ça vient tout à fait en bout de réflexion. Donc voilà, ça c'est un texte un peu atypique. Mais c'est intéressant parce que ça a le mérite quand même de souligner des exemples de réflexions pratiques qui ont été faites pour vaincre une force qui était supérieure, en tout cas au niveau matériel, qui sont des réflexions qui sont un peu absentes maintenant dans les milieux politiques révolutionnaires. Mais ça c'est le problème, c'est quand on fait une guerre du faible au fort, il n'y a pas de place pour le dilettantisme. Là, il y a vraiment une obligation d'intelligence et de détermination et de compréhension des enjeux, de là où il faut mettre les forces. Et tout. Je reviens à l'exemple de Dien Bien Phu. Les Vietnamiens comprennent que c'est une bataille décisive et le comprennent politiquement. Pourquoi ? Parce que la conférence de Genève va commencer. Et c'est elle qui doit déterminer du sort de l'Indochine. Donc la bataille est l'occasion de montrer que les Français ne sont plus les maîtres en Indochine et que le Viet Minh est la principale puissance politico-militaire en Indochine, donc élément tout à fait déterminant. Ça au niveau international. Au niveau national, ils comprennent que la France n'en peut plus de la guerre. Il y a le scandale de la grande bourgeoisie coloniale qui trafiquait en Indochine. Les gens n'en peuvent plus. Dans la France de la fin des années 40, personne ne veut se battre pour l'Indochine. Et pas simplement les communistes qui font un très très gros travail contre la guerre, mais même tout ce qui est démocrate chrétien. C'est un journal chrétien qui dénonce l'usage systématique de la torture en Indochine, par exemple, ça en 1949 déjà. Donc, imposer une grande défaite au corps expéditionnaire français, c'est envoyer un message à la France que vous pouvez encore faire cette guerre pendant 20 ans, ça ne vous avancera pas. Donc, c'était briser la volonté de la France de mener cette guerre. Et au niveau stratégique, opérationnel, avec la bataille de Dien Bien Phu, ils arrivent à anéantir tout ce qui est unité d'élite et unité mobile de l'armée française.
et on peut même dire au niveau tactique, ils choisissent exactement l'endroit où il faut taper, c'est-à-dire bombarder l'aéroport. À chaque endroit, alors qu'ils partent avec des forces plus faibles, ils arrivent à concentrer leur effort à l'endroit où ça va faire le plus mal, à l'endroit où il y aura un effet de bascule. Et pour mener la bataille de Dien Bien Phu, Giap, il amène un sixième de ses combattants. Et les Français, qui disent aussi c'est une bataille décisive, 1 sur 45. Parce que les Français n'ont pas compris tout l'enjeu politique. Pour eux, on dit on va alléger la pression vietnamienne sur Hanoï et Haiphong, qui sont les plus importants économiquement, ça va leur barrer la route au Laos. Voilà, c'était un plan intelligent, mais ce n'était pas un plan clausitien, ce n'était pas un plan politique. Mais c'est vrai que là, tu l'as répété, quoi, que ce travail-là, il est fini pour toi, et parce que bon, ça a pris assez d'années dans ta vie aussi, quoi. Mais sur la fin, ça finit avec une postface au livre de Carlos Marighella, Praxis de la guérilla urbaine, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, là, qu'il est ressorti il n'y a pas si longtemps, au premier matin de novembre, et une allocution à Hanoï. Et est-ce que tu te permets quand même certaines analyses sur des luttes, donc là c'est la lutte brésilienne de guérilla urbaine au Brésil ou le Vietnam, mais de façon plus contemporaine au XXIe siècle, des luttes armées qui ont lieu en ce moment, est-ce que il y a quelque chose qui se prolonge aujourd'hui dans tes réflexions personnelles ou Oui, mais c'est un peu hors cadre. J'ai voulu que ce travail-là puisse servir tous les révolutionnaires. Et donc, pas forcément défendre un projet, une ligne précise. Alors, c'est clair, j'ai des idées sur ces questions-là. Et quand je pense ou l'expérience historique ou telle critique a été formulée par tel théoricien est pertinente, je l'amène. Je ne prétends pas que tout est égal et faites votre choix. Mais j'ai vraiment voulu fournir un outil. Un outil pour la réflexion. Et puis après, chacun fait sa soupe. Et à notre époque, est-ce que tu as des exemples en tête de groupes révolutionnaires, d'organisations qui sont profondément clausewitziennes dans l'application qu'elles ont de doctrine militaire et politique? Le PKK. Ah. Par exemple. Ok. Ouais. En quoi Est-ce que le choix de la guérilla est clausewitzien, par défaut? Non. Et même, si je dis le PKK, c'est peut-être justement qu'il ne se laisse pas enfermer dans les guérillas. Au plus on est éloigné d'une pratique révolutionnaire, au plus on a tendance à juger les choses ou moralement ou en fonction de vieux exemples. Genre, ah mon Dieu, jamais les élections, ah mon Dieu, jamais le terrorisme, ah mon Dieu, jamais ceci. Alors qu'on peut faire tout ça à la fois. Ce machin, alors qu'on peut faire tout ça, et que même les choses ne sont pas contradictoires. On a vu les Kurdes remporter des élections dans des conditions infectes en Turquie, et au moment des mouvements insurrectionnels, on se rend compte que d'un coup, rentrent dans le mouvement insurrectionnel des municipalités entières, et les ouvriers sortent avec les bulldozers pour construire les barricades. Ça, il y a là derrière une intelligence stratégique, et pas des postures morales ou des questions de principe. Non, la manière dont ils ont reconfiguré la guérilla au Kurdistan irakien, la manière dont ils ont affronté la question politico-militaire aussi au Rojava, notamment quand ils se sont réorganisés après la défaite à Afrin. Non, voilà, on peut penser ce qu'on veut du projet PKK machin et tout. J'ai vraiment un grand respect pour l'intelligence stratégique. Et finalement, moi j'ai l'impression qu'il y a une question sous-jacente à travers ton ouvrage qui pose la question de la sincérité révolutionnaire, ou en tout cas de la volonté réelle, notamment du rapport à la victoire, que tu as mentionné un peu plus tôt. À savoir que
un mouvement révolutionnaire conséquent et volontaire ne peut envisager que son action politique pour à terme mener la victoire. Et notamment, tu écris en introduction cette citation de Vauvenargues qui est « La guerre n'est pas si onéreuse que la servitude ». Est-ce que tu veux expliquer ce que tu entends par là, même si ça semble assez évident? Je ne sais pas, ça me semble assez évident. Ok. Est-ce que tu arrives à imaginer la même question de manière un peu anarchisante ou est-ce que c'est vraiment... Il y a qu'un rapport avec la... Parce que les mouvements que tu cites, c'est quand même des mouvements qui ont un rapport avec la prise de pouvoir d'État ou... Oui, mais pas forcément dans le sens bolchevique, dictature du prolétariat et tout ça. Oui, moi je pense que toute une partie du mouvement anarchiste, celui justement qui se pose la question de la révolution, aurait à prendre aussi, comme les léninistes de Clausewitz, une partie du mouvement anarchiste pourrait ne pas être intéressé. Celui d'abord purement individualiste, aussi celui pour lequel des considérations de liberté individuelle vont remettre en question ce que peut exiger la stratégie en termes de discipline, en termes simplement de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, pour caricaturer un peu. Donc je pense qu'il y a une partie du mouvement anarchiste qui, oui, pourrait vraiment tirer de leçons aussi, typiquement, quel est le centre de gravité, sur quoi on peut appuyer pour provoquer des basculements, peut-être, oui, mieux définir son objectif politique pour définir la guerre qu'on veut mener. Où est-ce que les principes doivent intervenir et où est-ce que les savoir-faire doivent intervenir. C'est le vieil exemple de la guerre d'Espagne, des miliciens qui votent s'il faut partir à l'attaque ou pas, par rapport à la conception de on décide on part à l'attaque ou pas, parce que il y a le plan, l'étude des effectifs, je ne sais pas quoi, les reconnaissances aériennes et les plans d'artillerie. Je pense qu'il y a des... Oui, les défauts du côté des maoïstes et des léninistes, c'est de reproposer des vieilles formules en ce qui concerne la stratégie militaire. Je pense que le défaut des anarchistes, c'est de n'en pas avoir.